Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3. Tu es toi? Coucou, tu es? Hé, parle plus fort! Je t'entends pas! J'ai 5 ans. Oui. J'en sais rien. J'en sais rien. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle Nuit Blanche. Nuit Blanche, un podcast de nouvelles histoires vraies, disponible tous les soirs de pleine lune et réservé à ceux et celles qui préfèrent frémir que dormir. Au micro, Céline Auclin, Michael Marquet, réalisation Valère Veillat. Parfois, il semble que dans certaines histoires vraiment bizarres, la réalité dépasse la fiction. Celle que nous allons vous raconter en fait partie, et nous pourrions l'appeler Poltergeist, la malédiction. Poltergeist, une trilogie de films d'horreur américains sortis dans les années 80, plus un remake réalisé en 2015 par Jill Kennan. Au programme, des histoires de cimetières maudits, de petites filles poursuivies par des entités démoniaques, d'esprits frappeurs. Mais derrière ce scénario anxiogène se cache une réalité tout aussi effrayante. La saga va en effet connaître une vie plutôt mouvementée, avec des tragédies et des deuils bien réels. Nous allons revenir dans cette nuit blanche sur tous ces événements qui ont touché de loin ou de près les tournages et les équipes de cette saga vraiment pas comme les autres. Du paranormal au pas normal, retournons ensemble dans les années 80 avec Céline Auclin pour découvrir ou redécouvrir la genèse de la série culte Poltergeist. À l'origine, la saga Poltergeist naît du cerveau et de l'imaginaire d'un des plus grands maîtres du cinéma nord-américain et mondial. Je crois que c'est possible de le dire ainsi, à savoir Steven Allen Spielberg. Né en 1946, le prodige hollywoodien est trentenaire quand il s'apprête à connaître la décennie de la consécration, les années 80. Avec entre autres E.T. l'extraterrestre, succès public et critique incontesté, record d'entrée aux USA et en France, multiples récompenses. Parallèlement à cette gentille et fantastique histoire, Spielberg visite le monde angoissant des fantômes et des revenants. Toujours situé dans un quartier tranquille de la banlieue de la classe moyenne supérieure nord-américaine, mais ici ce n'est plus une sympathique bestiole galactique, amatrice d'échantillons végétaux, qui vient faire les chatouilles à une touchante famille pleine de vigueur et de jeunesse, et n'ayant, elle, qu'un seul objectif, vivre une vie paisible et prospère. Non, ici, avec l'ouverture de cette saga au doux nom germanophone, on est dans l'autre monde, celui des esprits et du paranormal. Celui aussi des morts, pas complètement morts ou pas bien morts, et celui des vivants, pas encore morts, mais presque déjà morts, ou tellement poursuivis par les représentants de la grande faucheuse qu'il en devient difficile de leur échapper et d'y survivre.
Dès lors, il en découle une lutte acharnée pour s'en libérer, avec des confrontations plus ou moins frontales, à l'image peut-être aussi un peu de celle qui verra se disputer la paternité réelle de Poltergeist. On y reviendra plus en détail tout à l'heure dans Nuit Blanche. Ce qui est sûr, c'est que c'est Spielberg qui est à l'origine du scénario. C'est au tout début des années 80 qu'il griffonne les premières ébauches d'un long métrage d'épouvante qui doit initialement s'appeler Night Time. C'est pendant le tournage du film Les Aventuriers de l'Arche perdue qu'il jette sur le papier cette histoire de hantise sur une pauvre famille américaine, les Freeling, à qui il arrive des événements basés sur des faits réels, à savoir ceux qui ont mis sans dessus dessous les Herman, une famille établie à Long Island. S'agissant des Herman, on est en 1958. Et les Herman, père, mère et leurs 2 enfants, voient pendant quelques mois des objets traverser les pièces de la maison qu'ils habitent. Après séance d'exorcisme, les forces invisibles s'apaisent. Les Herman quittent les lieux, et pour eux, ce qui leur est arrivé a un lien désormais avec le fait que leur résidence se situait à proximité d'un cimetière amérindien. En 1958, quand cette famille new-yorkaise vit ces événements étranges et angoissants, le petit Steven Alan Spielberg a 12 ans. Il vit en Arizona. Et en mars 1980, lorsqu'il tape à la machine à écrire les premières lettres qui indiquent le titre pressenti pour le film Night Time, il en a 34. Et à peu de choses près, les lettres en caractères courrier qui suivent sur les pages du manuscrit jusqu'en août 1980 traduisent tous les ingrédients et le déroulement de la version définitive du premier Poltergeist. Mars 31 1980 ou 31 mars 1980. Stephen Freeling is a successful husband, father and provider. Le père de famille dans Night Time, comme Spielberg, se nomme Stephen. Et la mère, appelée au départ Nora et non Diane, comme Spielberg, en 1980, a 34 ans. Mariée à 17 ans et enceinte à 18, elle a avec Stephen Freeling, son mari, 4 enfants. Les enfants ont entre 16 et 6 ans. Tous sont des mômes des années 80, happés par la télévision. Et la dernière, Caroline, est d'une précocité confondante. D'ailleurs, c'est, je trouve, ce qui énerve tout de suite. La merveilleuse famille habite un quartier typique des banlieues des States. Spielberg s'est inspiré de Scottsdale en Arizona, l'endroit où il a grandi. Succession de maisons avec des garages à 2 véhicules, des impasses, une supérette View Totem en bas de la rue et une école à 2 pas. C'est cette happy family que les résidents d'un monde parallèle vont choisir de venir hanter par l'entremise tout d'abord de phénomènes assez anodins, puis de plus en plus étranges, frappants, effrayants et maléfiques. Remontons à présent aux origines de leur nom. Que sont ces poltergeists ? La mort n'existe pas. Ce n'est qu'un passage dans une autre sphère de la conscience. Caroline n'est pas encore comme eux, elle est avec eux. À leur niveau spirituel terrestre, elle représente une présence vivante. Ils sont attirés par la seule chose en votre petite fille qui leur apparaît complètement différente d'eux. Sa force vitale. Cette force est très puissante. Elle diffuse sa propre illumination. C'est une lumière qui rappelle la vie, ravive les souvenirs de l'amour et du foyer et des plaisirs terrestres. Quelque chose qu'ils ont désespérément désiré, mais qu'ils n'auront plus jamais. Poltergeist, quel étrange mot de la langue française. Sa terminaison nous donne tout de suite un indice sur son pays d'origine. Poltergeist est un mot allemand. C'est la combinaison de poltern, qui veut dire faire du bruit, et de Geist, qui veut dire esprit. Traduction en français, esprit frappeur. Il est déjà fait mention du terme de poltergeist au XVIe siècle. En 1540, pour être plus précis,
Le mot est cité dans le nouveau dictionnaire d'Erasmus Alberus, un poète théologien et humaniste allemand qui va devenir, après ses études à l'université de Wittenberg, l'assistant le plus dévoué d'un certain Martin Luther. Martin Luther, c'est lui qui popularisera ce terme de poltergeist. Il aurait rencontré au cours de sa vie plusieurs esprits frappeurs. Il fera une description précise du phénomène dans son livre « Propos de table » paru pour la première fois en 1566, soit très exactement 20 ans après sa mort. Ses biographes mentionnent aussi qu'il a été lui-même la proie d'esprits frappeurs lors de son séjour au château de la Wartburg, qui se trouve en Thuringe. Un impressionnant château fort perché sur un éperon rocheux, avec en son centre une immense tour érigée en 1318 et flanquée d'une croix latine au sommet. De mai 1521 à mars 1522, dans ce grand édifice austère et imposant, le moine et théologien assiste à des phénomènes pour le moins étranges, comme par exemple un sac de noisettes qui va se déplacer tout seul, dans sa chambre. Il entendra aussi des barils tomber dans les escaliers, des escaliers qu'il trouvera vides, avec une porte fermée à clé. Pour Martin Luther, pas de doute, ce sont là des manifestations du diable qui tentent de l'intimider. Depuis cette lointaine époque, les phénomènes de hantise ont bien évolué. Expliqués, inexpliqués, anecdotiques ou terrifiants, ils sont désormais à jamais liés au destin de l'humanité. Certains y voient la marque du mal, d'autres un signe évident de superstition matinée, de folklore local. Cependant, invention ou réalité, bon nombre de récits de poltergeist ont été consignés sur papier durant les siècles passés. Concernant les cas anciens, on trouve dans les archives une histoire de poltergeist se déroulant en novembre 1846. L'enquête menée par la police parisienne relate l'histoire troublante de Monsieur Lérible, qui a déposé plus de 30 plaintes pour harcèlement, dégradation de biens et mise en danger de la vie d'autrui. Chaque soir, pendant une période de 3 semaines, sa maison a été la cible de jets de pierre défonçant portes, fenêtres, toits et planchers. Le commissaire de police et même le chef de la sûreté se rendent sur les lieux du forfait pour investiguer. On poste des agents dans la rue, on mobilise même un peloton du 24e régiment de chasseurs pour tenter de mettre un terme aux tirs de projectiles. Comme dans toutes les bonnes affaires de faits divers, il faut une victime, mais aussi un coupable. La victime, c'est un homme excédé et épuisé par ses attaques incessantes, mais concernant le coupable, rien. L'enquête ne permet pas de mettre la main sur un petit plaisantin. La presse se frotte les mains, les rumeurs vont bon train. Un journaliste de La Patrie publie un article pour se demander si au final la victime ne serait pas aussi le coupable. Monsieur Lérible assigne donc le journal en justice pour diffamation et gagne son procès. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui ou quoi a provoqué tous ces dégâts. Des affaires comme celle-ci, vous en trouverez des dizaines dans des livres consacrés au phénomène ou sur Internet à la rubrique paranormale. À ce jour, l'affaire de poltergeist la plus médiatisée et la plus documentée est sûrement celle qui s'est déroulée de 1977 à 1979 dans le quartier londonien d'Enfield. Le micro est ouvert ? Très bien. Dans cette maison d'apparence normale du quartier de Ponders End dans le nord de Londres, se trouve une famille qui vit un véritable cauchemar. J'ai levé la tête et à travers la fenêtre en plein jour, j'ai vu la jeune fille, Janet, être ballottée dans les airs, comme si elle flottait. Donc on est retourné à l'intérieur et là on a vu des petites briques de Lego qui volaient partout dans la chambre. L'une d'elles m'a cogné si fort au visage que ça m'a fait saigner. J'ai vu la chaise glisser toute seule sur le sol, sur une distance de quelques mètres. J'ai cherché des fils cachés mais je n'ai rien trouvé qui aurait pu l'expliquer. Maurice Gross est consultant en ingénierie et il a enquêté sur ces événements pour le compte de la société de recherche psychique. Je pense qu'il n'y a pas le moindre doute possible. Le nombre de documents répertoriant des incidents survenus dans ce dossier est absolument édifiant. Mais Anita Gregory, parapsychologue et maître de conférences à l'école polytechnique de North London, n'est pas convaincue. Les protagonistes ici sont tous des enfants. Et ils sont très créatifs pour inventer des blagues de mauvais goût. Au centre de ces événements effrayants se trouve une fille de 11 ans, Janet Hodgson. J'ai pu interviewer Janet et sa sœur âgée de 14 ans, Margaret. Et ce que vous allez voir vous laissera sans voix.
Dans une petite maison mitoyenne, située au 284 Green Street à Brimsdown, vit Peggy Hodgson, une mère divorcée qui élève seule ses 4 enfants au moment des faits. Il y a Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans et Billy, 7 ans. Les manifestations débutent à la fin du mois d'août 1977. Cela commence avec un lit qui tremble, puis qui se déplace. Il y a des bruits étranges aussi. Le phénomène s'intensifie et effraie toute la famille. Il y a des coups dans les murs en plein milieu de la nuit, des agressions physiques, des objets lancés par une force invisible contre les murs. Les 2 sœurs, Janet et Margaret, sont comme possédées. Leur voix change de tonalité et elles déblatèrent des insanités. Janet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un dans la chambre. Il y a personne, qu'est-ce que tu racontes? Janet devient aussi le porte-voix d'une entité défunte, un certain Bill Wilkins. C'est en fait un vieil homme en colère qui aurait habité il y a quelques années dans cette maison et qui y serait mort d'une hémorragie alors qu'il était assis dans son fauteuil au rez-de-chaussée. Paniquée, Peggy Hodgson appelle la police qui trouve sur place une famille au bord de la crise de nerfs. C'est l'officier Caroline Hips et un collègue dont l'histoire n'aura pas retenu le nom qui arrivent les premiers sur place. Caroline rapporte avoir vu une chaise se soulever de quelques centimètres et glisser toute seule sur environ 1 mètre. Après inspection de la dite chaise, elle ne trouve pas d'explication rationnelle à son observation. Écoutez, madame, on ne peut rien faire pour vous. On peut remplir un rapport d'intervention et confirmer ce qu'on a vu si quelqu'un nous le demande, mais c'est tout. Un rapport? Oh, c'est magnifique. À chaque fois que j'ai un problème, il y a un nouveau document à remplir. C'est vraiment incroyable. Écoutez, je pense que la situation dépasse un peu nos compétences. C'est ainsi que cette petite maison, auparavant sans histoire, va être pendant plusieurs mois le centre d'attention des autorités, mais aussi des chasseurs de fantômes, des médiums, des exorcistes, des voisins, de la presse et même de la vénérable Society of Psychical Research, fondée en 1882. On installe des caméras dans toutes les pièces, des appareils photo et des micros. La maison est surveillée en permanence et les premières images publiées par la presse sont pour le moins impressionnantes. Sur la plus célèbre d'entre elles, on voit dans une chambre d'ado décorée de posters, sur la gauche, au premier plan, la jeune Janet, propulsée dans les airs. Ses doigts sont écartés, sa bouche est grande ouverte, elle est en train de hurler. Dans le lit d'à côté, les autres enfants Hodgson sont terrifiés. Plusieurs clichés similaires vont être par la suite publiés, avec la même scénographie, ou presque. Janet, à 1,50 m du sol, jambes pliées, doigts écartés, cheveux en l'air et en train de hurler. On va répertorier, pendant ces 2 années de phénomènes surnaturels, plus de 2000 manifestations inexpliquées. Ou pas. Les sceptiques donnent eux aussi de la voix dans les médias et assurent qu'il s'agit là d'un immense canular organisé par les enfants Hodgson. Quoi qu'il en soit, qu'elle soit scientifique ou fantasmagorique, voilà une très bonne histoire de poltergeist qui pourrait inspirer un réalisateur de films d'horreur. Avouez que tous les ingrédients sont réunis pour terroriser le spectateur pendant plus d'1 heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose? Rien ne s'enregistre. Maman, il y a quelqu'un ici. Oh, dites-moi que c'est pas vrai. Maman, c'est toi? Non, c'est pas maman. Qui est-ce, Dr. Leige? Qui est avec toi, bébé? Qui est avec toi? Maman, il y a quelqu'un qui vient. Maman, aide-moi, s'il te plaît. Mon bébé! Maman! Non! Chut! Espèce de salaud, ça n'est qu'un bébé! Sauvez-la! Sauvez-la, vous n'entendez pas ce qui se passe, sauvez-la! Écoutez, écoutez.
Sans compter le remake sorti en 2015, il y a de 1982 à 1988 3 films Poltergeist réalisés par 3 réalisateurs différents. Le premier que l'on a déjà commencé à évoquer tout à l'heure est signé Tobe Hooper et produit par Steven Spielberg. Il pose le décor et les enjeux qui seront repris, revisités et approfondis lors des 2 suites. Des 3, il est de loin celui qui reste dans les annales. C'est aussi celui qui rapportera le plus d'argent. Plus de 121 millions de dollars dans le monde entier, mais les uns dans les autres, la saga des esprits frappeurs rapportera plus de 176 millions de dollars, sans compter les 95 millions du petit dernier de 2015. Concernant les acteurs, alors que l'on retrouve presque tout le monde dans Poltergeist 2, le 3e volet, qui sort en 1988, ne garde du casting de la première heure que Heather O'Rourke dans le rôle de Carol Ann Freeling, la petite fille blonde ultra habitée, et Zelda Rubinstein dans celui de Tangina Barons, la médium grande pointure, mais de petite taille. Voulez-vous vous pousser, s'il vous plaît? Vous m'empêchez de recevoir mes ondes. À présent, il est temps d'entrer dans le vif de l'esprit Poltergeist avec le premier film culte de la trilogie, à propos duquel Vincent Canby écrit pour le New York Times le 4 juin 1982 lors de sa sortie et toute première diffusion. Monsieur Spielberg a inventé une histoire fantôme merveilleusement effrayante, qui pourrait faire peur aux très jeunes enfants et offenser ces parents qui croient que les enfants devraient être protégés de leur propre imagination, parfois sauvage. Je soupçonne cependant qu'il y a un vaste public d'adolescents et d'autres qui vont adorer ce film. En effet, on a souvent l'impression qu'il a été dicté par un enfant de 12 ans exubérant. Quelqu'un qui est assis près d'un feu de camp d'été et déterminé à raconter une histoire qui gardera tout le monde sur les bords de son sac à dos pendant de longues heures dans la nuit. Les gens de la télévision? Est-ce que tu les vois? Et toi? En 1982, Steven Spielberg a tout juste 36 ans. 7 ans après le succès des Dents de la Mer, le réalisateur est à l'affiche de 2 films cette année-là. 2 films fantastiques que tout oppose. D'un côté, Spielberg présente sa comédie familiale E.T. l'extraterrestre, qui sera projetée au Festival de Cannes en avant-première lors de la cérémonie de clôture. Mais de l'autre, et c'est ici ce qui nous intéresse, il apparaît au générique du film d'horreur Poltergeist en tant que producteur principal. Tobe Hooper, c'est le réalisateur. C'est lui qui était aux commandes en 1974 d'un film qui a fait beaucoup de bruit, au propre comme au figuré, Massacre à la tronçonneuse. Mais pour John Leonetti, le réalisateur du film d'horreur Annabelle en 2014, et qui était à l'époque, en 1982, assistant réalisateur sur le projet Poltergeist, il ne fait aucun doute que le véritable réalisateur du premier volet de la série, c'est Spielberg. Il explique que l'Américain avait signé à l'époque un contrat d'exclusivité avec les studios Universal, un contrat qui stipulait qu'il avait l'interdiction formelle de réaliser tout autre film tant que E.T. ne serait pas sorti en salle. On ne peut pas dire que Hooper n'avait qu'un rôle de figuration, mais très clairement, l'homme de la situation, de l'écriture du scénario jusqu'au montage final, c'est Steven Spielberg. Leonetti, lors de Confidences, va même jusqu'à affirmer que Spielberg, professionnel exigeant mais quand même sympa, laissait de temps à autre à Tobe Hooper la possibilité de tourner lui-même quelques scènes. Voilà donc un premier cas de hantise étrange pour un film qu'il est tout autant, un réalisateur qui serait comme possédé par son producteur. Un producteur qui va réunir avec la Metro-Goldwyn-Mayer, qui sera la société de production et de distribution de Poltergeist, plus de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, une coquette somme pour nous raconter l'histoire de Steven et Diane Freeling. Ils ont 3 enfants, Dana, Robbie et une charmante petite fille blonde, Carol Ann.
La famille s'est installée dans un de ces nouveaux quartiers résidentiels appelés Cuesta Verde, un nom totalement fictif. La maison, avec son grand garage donnant sur la rue, ses fenêtres à petits carreaux, sa pelouse bien tondue, ses toits en pente et ses 2 étages, est plutôt quelconque. Mais surtout, elle existe vraiment. Elle se trouve toujours au 4267 Roxbury Street à Simi Valley, en Californie. Et elle n'a quasiment pas changé d'aspect. C'est encore aujourd'hui une attraction touristique et un spot idéal pour faire quelques selfies. Bref, une maison ordinaire pour une famille ordinaire jusqu'au jour où d'étranges événements vont survenir. Qui c'est tous ces gens? Ils ont l'air si seuls. Si isolés. D'où ils viennent, tous ces bonhommes? Je n'en sais rien. Des fourchettes qui se tordent, des meubles qui se déplacent tout seuls, sans oublier un vieil arbre carnivore et des esprits maléfiques qui sortent de l'écran de télévision. Toutes ces apparitions effrayantes semblent avoir un point de convergence. La jeune Caroline qui annonce à ses parents qu'ils sont ici. On apprendra un peu plus loin que tout le quartier a été construit sur un ancien cimetière et que pour des raisons bassement économiques, seules les pierres tombales ont été déplacées, pas les corps. On a donc profané la demeure des morts. Sur l'affiche française du film, il est écrit « Ils sont là, ils veulent se venger, ils savent comment ». Espèce de salaud, vous avez déplacé les cimetières, mais vous n'avez pas déplacé les corps, hein? Espèce d'ordure! Vous avez laissé les corps, vous n'avez déplacé que les pierres tombales! Vous n'avez déplacé que les pierres tombales! Pourquoi? La presse est emballée. Scott Sublett du Washington Times écrit « Le professionnalisme technique sans faille de Poltergeist est exaltant. Le cinéma hollywoodien a atteint son niveau le plus élevé. » Tellement élevé que toute l'équipe du film est sur un petit nuage. Mais ce petit nuage en cache d'autres, bien plus sombres. À commencer par un meurtre sordide et brutal, dont nous reparlerons tout à l'heure. Celui de l'actrice Dominique Dune, qui joue le rôle de la grande sœur d'Anna. Pour l'heure, on compte les sous, on signe des autographes, on passe dans les médias et on rêve déjà d'une suite. Un rêve, ou plutôt un cauchemar. Couleur jaune et ocre, parsemée de zones vertes, domine l'écran. Une voiture longe une piste dans le désert. Zoom arrière, immense piton rocheux. Poltergeist 2, en chiffres romains, dit Other Side, s'affiche au centre de l'écran. 2 Indiens autour d'un feu, incantation et volute de fumée, puis retour à travers un attrape-rêve se balançant autour du rétroviseur d'une voiture dans Cuesta Verde, la banlieue où se situent les événements. Pendant que l'homme à plumes, qui on le saura plus tard se nomme Taylor, visite les bas-fonds de l'ancienne piscine de la famille Freeling, ces derniers reconstruisent leur vie ailleurs, où le passé semble avoir été oublié. Mais nous sommes dans Poltergeist 2, c'est donc que tout va ressurgir. Mais comment ? À travers encore et toujours Caroline, dont on apprend qu'elle tient son don de voyance ou de médium en quelque sorte de sa grand-mère. C'est un héritage qui se partage de mère en fille. Et pour les esprits, c'est tout ce qui compte. Le reste, ils s'en balancent du temps et de l'espace. Ce qui leur importe, c'est que leur véhicule soit encore existant et en état de marche. Et c'est le cas de Caroline. Ils vont donc à nouveau se manifester. Ce qui fera dire à la jeune Caroline, à la 27e minute du film, au moment où elle dévoile son doux visage alors qu'elle s'est cachée sous la couverture pour fuir ses jouets en train de l'agresser, « Ils reviennent. They're back. » Tu es égarée, petite. Tu as peur, mon enfant? Eh bien, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec moi? Non. Alors,
Je te chante une chanson jusqu'à ce que ta maman revienne te prendre. God is in his holy temple. Earthly thought, be silent now. C'est le révérend Kane, un type tout de noir vêtu avec un chapeau de même couleur au visage proche de Freddy, autre grand frisson cinématographique, carnation aussi blanche que les dents et squelette quasi dénué de chair, qui cette fois va s'en prendre à la famille. Alors qu'en fredonnant, il traverse les corps qu'il croise lorsqu'il tente d'entrer en contact avec la petite en communiquant à l'aide de son téléphone en plastique. Et oui, on a banni les écrans de télévision chez les Freeling. Et même s'il arrive à parler, il échoue à l'envoûter. Mais très vite, Kane, démon incarné, revient à la charge. Cette fois, il s'en prend à Steven, le père de famille. Dans ce face-à-face mythique, à travers la moustiquaire de la porte d'entrée, il séduit, puis menace. Il veut semer la désunion au sein de la famille. Vous devez ramener votre famille au plus vite à Cuesta Verde. Pardon ? L'esprit malin qui vous tourmente, il sait qui vous êtes, où vous êtes, comment vous trouvez, et même vos points faibles. Prenez l'avantage de l'initiative, allez le provoquer sur son propre terrain. Sauf que c'est sans compter Taylor, l'Indien à l'attrape-rêve, qui n'est autre qu'un protecteur envoyé par Tangina Robbins, la médium d'1m30, pour veiller sur les 4 membres de la famille. Car l'aîné, dans ce 2e épisode, a disparu du scénario. Les raisons, vous les connaîtrez plus tard, et elles sont à la fois effrayantes et troublantes. Dans ce poltergeist baptisé The Other Side, Tangina apprend également à Diane, la mère, qui est et d'où vient le révérend Kane. Il est l'esprit d'un gourou qui, à l'époque des pionniers, prêchait la fin du monde à sa communauté et la fit périr enfermée sous terre dans une grotte. Pour la réalisation de ce 2e volet de Poltergeist, on fera appel au Britannique Brian Gibson. Le budget de ce Poltergeist 2 est substantiel, 19 millions, et même si sa réception ne vaut pas le premier de 1982, il rapporte tout de même quasi 50 millions de dollars. Ce n'est pas une coïncidence si par moments la bête prend la forme d'un alien dans Poltergeist 2. Déjà au mur de la chambre des enfants en 1982, dans Poltergeist 1, on apercevait un poster du film Alien de Ridley Scott sorti en 1979. 7 ans plus tard, pour le 2e volet de Poltergeist, la production, la Metro-Goldwyn-Mayer, va carrément solliciter le créateur d'Alien, le Suisse Hans-Rudi Giger, pour réaliser les apparitions spectrales de la Great Beast. Ce dernier ne fait pas le voyage jusqu'aux États-Unis. En revanche, un intermédiaire sur place fera l'émissaire entre l'artiste suisse et l'équipe chargée des sculptures et des effets spéciaux. Mais les brillants dessins de Giger ne seront pas réalisés comme ils auraient dû l'être. Giger s'en mord très vite les doigts, trouvant le résultat mauvais, très mauvais. Seule la bête sortant de la bouche de Steven le satisfait. Pour le reste, en gentleman, Giger salue les efforts des petites mains de l'équipe hollywoodienne et n'insiste pas pour rebricoler ou infléchir quoi que ce soit. C'est trop tard, le délai est dépassé. Et en parlant de deadline, qu'est-il advenu de l'aîné des Freeling ? Oui, Dana et son long t-shirt rayé bleu et blanc en train de dormir à côté d'un paquet de chips éventré sur le matelas et happé par le chien qui passe en revue tous les membres de la famille lors des premières images du premier Poltergeist. Eh bien, initialement, dans le 2e volet, la jeune fille devait être à l'université. Mais Dominique Dune, l'actrice, a été rattrapée par la fiction. En 1986, elle est déjà passée de l'autre côté et a rejoint l'au-delà et celles et ceux qui l'habitent. Sois sans crainte. Nous ne te ferons aucun mal. Nous t'aimons. Tu es le seul ange qui puisse nous guider vers la lumière. Nous ne te ferons aucun mal. Jamais. Ne me fuis pas. Nous avons besoin de toi, Caroline. Mène-nous vers le soleil. Caroline.
C'est un certain Gary Sherman, un spécialiste du film d'horreur qui, en 1988, reprend la franchise Poltergeist pour un ultime volet interdit aux moins de 16 ans lors de sa sortie en salle en France. La MGM remet sur la table, comme pour le premier épisode, un peu plus de 10 millions de dollars. Gary endosse la triple casquette de réalisateur, scénariste et producteur exécutif. Heather O'Rourke, qui joue le personnage de la jeune Caroline, et Zelda Rubinstein, qui interprète la médium, sont les seuls membres originaux de la distribution à rempiler pour une nouvelle aventure qui se déroule cette fois-ci dans un gratte-ciel de luxe de la ville de Chicago, dont l'oncle de Caroline est le directeur. Caroline, qui ne tarde pas à se faire rattraper par les esprits frappeurs, dont le révérend du second volet. Même si certaines scènes sont réussies, comme celle des miroirs dans le couloir ou de la flaque d'eau dans le parking, l'intrigue a le goût du réchauffé et traîne un peu des pieds. Poltergeist 3, c'est aussi une fin modifiée à la hâte. La MGM veut que l'on change les 20 dernières minutes du film. Gary Sherman refuse, mais le conseil d'administration de la MGM est on ne peut plus clair. Soit Gary modifie la fin du film, soit on lui trouve un remplaçant. Gary explique qu'il restait 17 pages de script à tourner quand la MGM est intervenue dans le processus de tournage. De 17 pages, on passe à 3. 3 pages qui donneront cette scène finale, tournée non plus à Chicago, mais en mars 1988 à Los Angeles, en studio. Pour que le film atteigne une durée réglementaire, toujours sous pression du studio, j'ai dû intégrer au montage des séquences dont je ne voulais pas et faire durer les génériques aussi longtemps que possible. C'étaient les explications de Gary Sherman. Esprit, es-tu encore là ? On peut se poser la question pour ce Poltergeist numéro 3. Le film est considéré comme un échec. Il ne rapportera que 4 millions de dollars de recettes après déduction des 10 millions d'investissement. La tour infernale de Chicago aura eu la peau de ce triptyque. Gary garde un souvenir amer du tournage, les équipes étaient épuisées, une descente aux enfers, donc à l'écran, mais aussi dans la réalité. Alors laissons à présent les effets spéciaux et les caméras de côté pour vous raconter l'envers du décor. Poltergeist, c'est du cinéma. Et au cinéma, on fait semblant. Seulement voilà. Alors que tout le monde s'en sort dans la trilogie, oui, finalement, on userait presque de cette formule éculée et pourtant si appropriée, plus de peur que de mal, ou plus de peur qu'autre chose. Eh bien, faux. Ici, la réalité va dépasser la fiction. Car si les personnages sont indemnes dans le roman, dans la fiction, dans le film, rescapés et indemnes dans l'histoire, il en va tout autrement pour ceux qui les incarnent à l'écran. Pour les acteurs Oliver Robbins, qui joue le rôle du fils, Dominique Dunne, qui interprète la fille aînée ou la grande sœur, Will Sampson, le chaman amérindien, Julian Beck, le premier révérend Kane, et enfin Heather O'Rourke, l'innocente et toute jeune héroïne vraisemblablement immortelle tel un ange blond, il y aura bien plus, et finalement bien pire, que d'effrayantes, horribles, immondes, mais néanmoins fausses rencontres avec de malfaisantes apparitions et esprits de l'au-delà. Les angoisses fantomatiques provoquées et concrétisées par des professionnels et des amateurs d'histoires d'horreur, et qui plus est de la Mecque du cinoche Hollywood, vont être dépassées par une réalité beaucoup plus effroyable et surtout implacable. En l'espace de 6 ans, 4 protagonistes de la trilogie Poltergeist vont être rattrapés par le seul esprit frappeur que tous nous redoutons et dont tout le monde craint, si pas toujours le moment, en tout cas le mode et la manière dont il va se manifester et opérer. À savoir, quel costume la mort va-t-elle endosser le jour, l'heure où elle décidera que c'en est terminé pour nous et qu'il est temps de faire notre connaissance. S'agissant des protagonistes dont nous allons évoquer le tragique et étrange destin, pour certains, elle prendra son temps, alors que pour d'autres, elle sera quasi sans signe avant-coureur. Tel un avertissement à ceux qui ont cherché à jouer avec elle et à la mettre en scène,
Dès le premier film, elle va sournoisement s'insinuer dans le scénario et brouiller la donne. Vous avez du nouveau sur vos appareils. Il y a un changement d'ionisation très net. J'aurais aimé savoir si ce n'est pas simplement l'humidité provenant d'une fuite dans le toit, mais il n'est pas question que je monte là-haut pour vérifier. Nous avons plus que des phénomènes paranormaux habituels dans cette maison. Nous nous trouverons en présence de phénomènes scientifiques mesurables qui vont beaucoup plus loin que les courants d'air ou les craquements de portes que j'ai observés jusqu'ici. Cette voix dans la télévision, d'où est-ce qu'elle peut venir? L'absence d'un signal sur une chaîne de télévision qui ne reçoit pas d'émission prouve qu'elle est capable de capter des sons et des bruits de tout genre. Des ondes courtes par exemple. Certaines perturbations solaires ou des aboiements de chiens. De l'espace. Ou de l'esprit. Moteur, ça tourne, action. Et les soi-disant effets spéciaux entrent en œuvre. Ils s'exécutent en faisant parler la télé, bouger le mobilier, ou encore se déplacer un steak. Quand, soudain, comme si on le possédait, on le perd, le contrôle. Les poltergeisters sont présents sur le tournage et vont rapidement rappeler que c'est dangereux de les convoquer, car eux ne jouent pas, non, ils vivent dans une seule et même réalité et ne font jamais semblant. La lutte commence, le duel risque d'être bien plus long et sanglant qu'on ne l'imagine. Maintenant, ce sera sans appel. Le premier incident marquant et troublant sur le film Poltergeist se déroule pendant la scène où le jeune garçon de la famille, Robbie Freeling, joué par Oliver Robbins, 10 ans à l'époque, est attaqué par un clown se trouvant sur une chaise dans sa chambre. Manipulé par des câbles, cette marionnette au bras qui s'étire attrape l'enfant par le cou pour l'emmener sous son lit. Pendant que la caméra tourne, Steven Spielberg remarque qu'il se passe quelque chose d'anormal. Le jeune acteur semble s'étouffer, son visage vire au violet. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut savoir comment sont conçus les effets spéciaux à l'époque. Nous sommes bien avant l'avènement des images numériques. Le clown est en fait un animatronique, c'est-à-dire une poupée animée via un équipement électronique commandé à distance. La scène est tournée à l'envers, c'est-à-dire qu'on débute par la fin avec ce bras qui encercle le cou du jeune Oliver. Mais problème, l'engin reste coincé. Résultat, le clown a failli réellement étrangler le jeune acteur qui sera profondément marqué par cette scène. Sans l'intervention in extremis du réalisateur, que dis-je, du producteur, Steven Spielberg, Oliver Robbins aurait pu connaître un destin tragique pendant le tournage du film. Avance rapide de quelques secondes. Autre scène choc qui annonce le grand final. L'actrice Jo Beth Williams, qui joue le rôle de la mère, sort précipitamment de la maison pour échapper aux esprits qui tentent de s'emparer de son corps. Dehors, c'est la nuit. Un violent orage a transformé le jardin derrière la villa en terrain boueux et visqueux. Au milieu, un énorme trou en forme de rectangle. Ce sera l'emplacement de la future piscine. Simplement vêtue d'une petite culotte et d'un t-shirt rouge taille XL, Jo Beth Williams, alias Diane Freeling, affolée glisse et tombe dans cette mare nauséabonde. Sortant rapidement la tête de l'eau saumâtre pour respirer, elle se retrouve nez à nez avec des cadavres jaillissant des profondeurs de la terre. Il était prévu à la base d'utiliser de faux squelettes. C'est d'ailleurs ce que pensait l'actrice. Sauf que Steven Spielberg en a décidé autrement. Et ce que vous voyez en fait à l'écran, ce sont de véritables restes humains. Voici ce que nous dit Jo Beth Williams dans une interview diffusée sur TV Land en 2008. Vous devez comprendre que cette séquence a été tournée en 4 ou 5 jours. Alors j'étais dans la boue pendant toutes ces journées avec des squelettes tout autour de moi. Innocente et naïve, j'ai supposé qu'il s'agissait de squelettes en plastique ou en caoutchouc. J'ai découvert, comme l'ensemble de l'équipe, qu'ils utilisaient en fait de véritables squelettes, car il était beaucoup trop coûteux de fabriquer des faux squelettes.
Bruce Kayson, qui travaillait sur le film, confirme cette information. Les squelettes provenaient d'une société spécialisée qui fournissait du matériel scientifique pour les écoles de médecine de la région. Son nom, la Carolina Biological. Lorsqu'on découvre la triste vérité, c'est le choc. Un choc tel qu'une rumeur persistante se propage, entêtante et angoissante. On ne joue pas avec la mort, on ne joue pas avec les morts. Ce film sera donc à tout jamais maudit et hanté par les esprits. L'auteur Vikas Khatri ajoute dans son livre « 36 mystères à travers le monde non résolu » que l'actrice Jo Beth Williams a déclaré que lorsqu'elle rentrait chez elle le soir après le tournage, elle constatait que toutes les photos et œuvres d'art accrochées dans sa maison étaient de travers. Dernier fait étrange, James Caan est chargé d'écrire en 1982 un roman basé sur le premier volet de la série Poltergeist. Alors que son travail est sur le point de s'achever, un éclair déchire le ciel et un coup de tonnerre éclate près de son appartement. La plaque de la climatisation vole à travers la pièce pour atterrir sur son dos. Toutes les lumières s'éteignent. Au bout d'une minute, le courant revient et comme par magie, les consoles de jeux vidéo se sont mises à fonctionner toutes seules. La partie ne fait que commencer. Reste à savoir qui va perdre et qui va gagner. Qui va perdre la vie, ce qui est bien plus grave que de perdre une partie. Nous sommes à Los Angeles dans la nuit du 30 octobre 1982, à l'intersection des boulevards San Vicente et Beverly, à proximité de Beverly Hills et de West Hollywood, sous l'œil inquiet et grand ouvert de la lune quasiment pleine ce soir-là. Une ambulance déboule tambour battant aux urgences du Cedars-Sinai Medical Center. L'établissement est connu pour être l'hôpital des célébrités. De Marilyn Monroe à Johnny Hallyday, en passant par Michael Jackson, Madonna, Leonardo DiCaprio, qui ont séjourné, ou encore Frank Sinatra, The Notorious Big et River Phoenix, qui tous trois y sont morts, ces murs ont vu défiler et senti re-respirer ou expirer tout le gratin de la Cité des Anges. Et c'est au tour de qui cette fois ? Le corps de 1,55 m allongé sur la civière qui lutte pour rester en vie entre les mains des soignants et celui d'une jeune femme aux longs cheveux brun foncé. Dominique Dunne, dixit Dana Freeling, l'aînée des enfants de la famille, la grande sœur, âgée de 16 ans dans le film Poltergeist que le monde entier découvre sur les écrans. Hors cinéma, Dominique a 23 ans dans un mois et elle vient de se faire violemment agresser par son ex-petite amie. Ils s'étaient rencontrés à peine une année auparavant. À l'époque, John Thomas Sweeney, 26 ans, est le chef cuisinier par intérim, chef cuisinier plutôt prometteur, du restaurant Ma Maison, un lieu glamour fréquenté par l'élite du showbiz. Lui et Dominique forment un couple pour le moins contrasté. 1,85 m, 90 kg, il est musclé et athlétique. 1,55 m et 39 kg, elle est douce et rayonnante. Les points communs qui les lient, amour de la cuisine, des langues et de l'Europe, vont vite ne pas suffire à leur entente. Dominique et John ne sont pas issus du même milieu. Elle est privilégiée et enfant de la balle. Il est d'origine très modeste et se bat contre des démons ataviques qui ont pour nom alcool et coups. Quelques mois à peine après leur rencontre, envahi par l'esprit de la jalousie à la force croissante, John frappe une première fois Dominique. Ce ne fait que commencer. Ainsi, un jour, les hématomes et des traces autour du cou remplaceront le maquillage dont la jeune actrice a besoin pour le rôle d'une mère adolescente victime de mauvais traitements qu'elle joue dans la série Hill Street Blues. L'épisode diffusé après sa mort lui sera dédié. En août 1982, c'est plusieurs poignées de ses beaux cheveux bruns arrachés à la racine de son crâne qu'elle laisse sur le bitume alors que son agresseur vient de la rouer de coups et de la tirer et traîner par la tête. La peur grandit. La menace d'appeler la police aussi. 26 septembre, on y revient. John Thomas Sweeney manque de commettre l'irréparable. Il essaie d'étrangler Dominique Dunne. Cette dernière met fin à leur relation. Dans une lettre qu'elle ne lui enverra jamais, elle l'enjoint de vivre pour lui et non pour elle.
Elle tente de lui ouvrir les yeux. Tu ne m'aimes pas. Tu es obsédé par moi. La personne que tu crois aimer n'est pas du tout moi. C'est quelqu'un que tu as inventé dans ta tête. Elle termine par ces mots. Tout ça m'a fait réaliser combien j'ai peur de toi. Et elle fait changer les serrures de chez elle. L'esprit malin frappe une dernière fois avec force et de manière irréversible 1 mois plus tard. Le 30 octobre, sur le coup de 20h30, après avoir appelé Dominique, John quitte son boulot et prend la direction de son domicile. La jeune femme est en pleine répétition avec le comédien David Packer pour la série V. Quand John arrive, elle ne déverrouille pas complètement la porte, puis elle accepte de discuter avec lui sous le porche. Ce geste, cette concession lui sera fatale. Telle une brute possédée par le démon, il la frappe et l'attire dans l'allée où il l'étrangle. 4, 5, 6 minutes. Puis il demande qu'on appelle la police, affirmant avoir tué sa petite amie. Par la suite, il dit avoir également essayé de mettre fin à ses jours. Au moment où les secours arrivent, Dominique est encore en vie. Dans l'ambulance, son cœur va s'arrêter de battre. À l'hôpital, elle est réanimée et mise sous respirateur artificiel. Mais son cerveau ne répond plus et il ne reviendra plus. Au moment où on débranche les appareils, nous sommes le 4 novembre 1982. 5 mois exactement jour pour jour après la sortie de Poltergeist, ou pour être plus exact, sa première diffusion au cinéma. La MGM, très heureuse du succès de Poltergeist 1, commande une suite, Poltergeist 2, The Other Side. Il était d'ailleurs prévu dans le scénario initial d'y voir Dana Freeling rentrant à l'université, mais en raison du décès de l'actrice, la séquence est retirée. Dans ce second volet, qui se déroule juste après les événements du premier, la famille Freeling a trouvé refuge chez la mère de Diane. Ils vont faire la rencontre de Taylor, un Indien mystique visiblement spécialisé dans la lutte contre les mauvais esprits, et du révérend Kane, simplement nommé la Bête dans le premier volet. Une entité en colère qui, de son vivant au XIXe siècle, était le prêtre d'un culte utopique et satanique. C'est Will Sampson qui joue le rôle du guérisseur Taylor, et c'est un véritable chaman de la tribu amérindienne des Creeks. Sachant que de véritables squelettes humains avaient été de nouveau utilisés sur le tournage de ce second volet, il prend la décision un soir, alors que le plateau est vide, de réaliser un rituel sacré afin d'apaiser les âmes de ces corps décharnés. À ce sujet, la sécurité du studio avait pour instruction de laisser le plateau ouvert et non gardé afin que Will Sampson puisse revenir discrètement au milieu de la nuit pour organiser une cérémonie. Malgré toutes ces précautions, Will Sampson quittera le monde des vivants le 3 juin 1987 à l'âge de 53 ans. Will souffrait en fait d'une sclérodermie, une maladie dégénérative chronique qui touchait son cœur, ses poumons et sa peau. Après avoir subi une greffe du cœur et des poumons, son état se dégrade. Fin mai 1987, il tombe dans le coma. Il décédera d'une insuffisance rénale post-opératoire. Il est enterré au cimetière de la réserve où il a grandi, à Wichita, dans l'Oklahoma. Son fils, Robert Sampson, est lui aussi acteur. Il sera assassiné en mars 2013 dans sa propriété de Tulsa, dans l'Oklahoma. Il avait à l'époque 54 ans. Alors, ouvrez-moi. Je dois vous parler. Laissez-moi entrer. C'est mon ami. Laissez-moi entrer. Papa? Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.
Vous irez tous en enfer. Tous tant que vous êtes condamnés. Foutez-moi le camp ici. Revenons en 1985 et au révérend Kane, ou plus précisément à Julian Beck, l'acteur qui incarne ce pasteur diabolique, habité, frappé par l'esprit du malin et représentant la bête dans Poltergeist 2, The Other Side. Là encore, la réalité va s'insinuer et inonder la fiction. Davantage qu'incarner un être possédé par le mal, Julian Beck, cet acteur, metteur en scène, peintre et artiste subversif new-yorkais, est au moment du tournage atteint du mal et il porte littéralement la mort en lui. Il en est à un stade avancé. Dans le film sorti en 1986, la première apparition du révérend sous l'arcade d'un centre commercial donne les frissons. Son allure décharnée, sa teinte cadavérique, son regard obnubilé dû à ses yeux creux et enfoncés dans leurs orbites et sa mâchoire carnassière donnent l'impression d'être en présence du retour d'un mort vivant. Cette vision est encore accentuée lorsqu'il se déleste de son grand chapeau noir. Le peu de cheveux qui lui restent sont blancs et recouvrent à peine un crâne quasi nu. Et en plus, cette vision lugubre, délétère et effroyablement morbide chantonne. On est estomaqué par l'extraordinaire potentiel d'anxiété et de frayeur que le personnage et donc l'acteur envoie en une apparition. Et estomaqué n'est pas choisi par hasard. Vous le comprendrez un peu plus tard. Les gros plans ne font qu'augmenter le mal-être. Les lèvres du révérend sont fines et d'une pâleur extrême. On en arrive à focaliser sur ses dents en nous disant qu'avec les os, ce n'est plus que ce qui lui reste. Et il y a une raison à cela, comme je l'ai suggéré. C'est que Julian Beck, au moment du tournage, est en train de mourir. Comme l'écrit très bien Joshua Millikan sur le site Horror Freaks News le 25 avril 2017, il titre « There is a reason Kane looks so ghastly in Poltergeist 2. The actor was dying. » Je cite et je poursuis. La détérioration de la condition physique de Beck est devenue un élément clé de l'impact visuel de Kane. On peut pratiquement voir son squelette émerger sous sa peau qui s'amincit. Son sourire carnassier ressemble férocement à un crâne. Il est mince, jaunâtre, comme un cadavre fraîchement ressuscité dans une apocalypse zombie. En effet, l'apparence de Beck était d'une terreur si réaliste qu'Heather O'Rourke, Caroline donc, la petite fille aux cheveux blonds, a éclaté en sanglots la première fois qu'elle a vu Beck sur le plateau. Il n'est pas étonnant, ajoute encore Millikan, que Nathan Davis, l'acteur qui a repris le rôle de Kane dans Poltergeist 3, n'ait tout simplement pas pu égaler l'incroyable capacité de Beck à produire une peur aussi palpable. Et enfin, c'est troublant. Quand un acteur meurt avant la sortie d'un film, cela nous donne l'impression de voir de vrais fantômes quand nous les voyons dans des films qu'ils n'ont jamais vus. Dans le cas de Beck, cependant, il était déjà mourant avant même d'avoir mis les pieds sur le plateau. Né en 1925 à New York, Julian Beck est le cofondateur avec Judith Malina, son épouse, du Living Theatre, théâtre expérimental en 1947. Avec son épouse, ils vivent de manière libre et non monogame. Ouvertement bisexuel, ils partagent un amant qui lui-même a été le mari de Dorothy Podber. Par ailleurs, activiste politique aux aspirations anarchistes et idées libertaires, adepte de la désobéissance civile qu'ils mettent en pratique et qui leur vaudra la prison, y compris à l'étranger, au Brésil par exemple, Julian Beck est aussi un poète, et surtout un être qui n'est pas indifférent au monde qui l'entoure. Un homme qui joue et vit avec toute son âme et toutes ses tripes. En 1985, lorsqu'il interprète le rôle du révérend Kane sous la direction de Gibson, le mal dont il souffre est un cancer de l'estomac, diagnostiqué 2 ans auparavant en 1983. Il en mourra le 14 septembre 1985 à l'âge de 60 ans. À ce moment-là, Poltergeist The Other Side n'est pas terminé. Il est encore en post-production. Pour les dialogues non finalisés, on fait appel à la voix de Corey Burton. Peu avant sa mort, on demande à Julian Beck s'il avait de la difficulté à dépeindre un personnage maléfique. La réponse est nette et sans équivoque. Non, pas du tout. J'ai joué de nombreux personnages maléfiques au théâtre.
Il existe des gens malveillants et dans les films et sur scène. Cela fait simplement partie de la vocation d'un acteur ou d'une actrice de les représenter. Comme quelqu'un l'a dit un jour, aucun aspect de la nature humaine ne m'est étranger. Child actress Heather O'Rourke is dead at the age of 12. Heather O'Rourke had been a Hollywood star for most of her life. The mother of the star of the 3 Poltergeist movies has filed a wrongful death suit against the group that treated Heather. She died at the age of 12. Nous sommes le 1er février 1988. Le tournage de Poltergeist 3 s'est achevé il y a 7 mois. Le réalisateur, Gary Sherman, reçoit un coup de téléphone qu'il ne pourra jamais oublier. David Wardlow, l'agent de Heather O'Rourke, lui apprend que la jeune actrice, qui joue depuis le premier volet la jeune Carol Ann, la cadette de la famille Freeling, est décédée. La jeune fille venait d'avoir 12 ans. Retour en arrière. En janvier 1987, Heather est à la maison, en famille, avec sa sœur Tammy, sa mère Kathleen et son beau-père Jim Peel. Heather se plaint. Elle ne se sent pas très bien. Elle a des nausées à répétition. Kathleen décide de se rendre avec sa fille au San Diego Medical Center. Le médecin lui annonce de ne pas s'inquiéter, qu'il s'agit juste d'une bonne grippe. Retour à la maison. Kathleen observe que les pieds de Heather ont commencé à gonfler. Alors direction à nouveau l'hôpital. Cette fois-ci, elle est placée en observation et va subir toute une batterie de tests. On découvre que Heather a une infection intestinale. Il s'agit de la giardiase, également appelée la fièvre du castor. On lui prescrit des médicaments à prendre régulièrement. La jeune actrice va mieux, de mieux en mieux. Juste avant que le tournage de Poltergeist 3 ne débute, Kathleen, la mère, juste au cas où, demande à refaire un simple examen de routine. Retour donc à l'hôpital. Bonne nouvelle, plus de traces du parasite, mais il reste une sorte d'inflammation assez étrange. Le 30 mars 1987, la mère de Heather O'Rourke reçoit un courrier du docteur James Tipton lui indiquant que d'après l'analyse des radiographies, Heather a la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est une inflammation chronique du système digestif avec des périodes de crise et des périodes de rémission. Elle peut survenir à tout âge, y compris dans l'enfance. Le problème, c'est qu'on n'en guérit pas, on vit avec. On va lui prescrire des agents antispasmodiques, mais aussi de la cortisone, dont l'un des effets secondaires est la prise de poids. C'est pour cela que dans ce 3e Poltergeist, la jeune Heather O'Rourke apparaît joufflue et bouffie. D'avril à juin 1987, Heather est à Chicago sur le tournage du film, entourée des siens qui ont fait eux aussi le déplacement. Et tout se passe bien. On arrête les médicaments et en septembre de la même année, son visage s'affine. On fête la fin du tournage avec une virée à Disneyland en Floride. La santé de Heather est à présent excellente, mais ce n'est qu'un bonheur de courte durée. Dimanche 31 janvier 1988, Heather se réveille en vomissant. Ses doigts et ses orteils sont bleus. Elle a du mal à respirer. Elle regarde sa mère dans la cuisine qui prépare le petit déjeuner, puis tombe à terre. Elle vient de faire un choc septique. Une ambulance arrive à la maison. Heather est toujours consciente mais très affaiblie. Pendant le trajet, c'est la dernière fois que la mère et la fille vont se parler. Les derniers mots de Heather seront « Je t'aime ». Quelques minutes plus tard, elle perd connaissance. À 10h45, elle arrive au centre de santé de San Diego dans un état critique. À 14h43, Heather est déclarée morte. Elle a une obstruction du tube digestif que les médecins ont tenté de corriger, mais il est déjà trop tard. 4 février 1988. Un long cortège de personnes habillées en noir accompagne un petit cercueil au Westwood Memorial Park de Los Angeles. Avant que celui-ci ne soit scellé, la mère passe délicatement une chaîne en or autour du cou de Heather, sur laquelle sont accrochées les lettres « Friend ».
Quand j'ai perdu Heather, c'était comme si j'avais perdu mon ombre, déclare Kathleen. L'équipe du film est dévastée et comme un malheur n'arrive jamais seul, la MGM demande dans la foulée à ce que l'on refasse la scène finale du film, car elle est jugée mauvaise. Le réalisateur Gary Sherman refuse, arguant que les équipes sont encore sous le choc de la disparition de Heather et que l'actrice principale n'est plus de ce monde. Mais comme là où il y a de l'argent, il n'y a que très peu de sentiments, le conseil d'administration de la MGM fait pression. C'est soit on refait la scène finale, soit on change de réalisateur. Gary Sherman cède et malgré son immense tristesse et sa frustration, il termine à peine 1 mois après la disparition de Heather le film. Le pire de sa carrière, dit-il aujourd'hui. Dans la tourmente émotionnelle et avec une équipe très réduite, on modifie à la hâte le script afin que dans les 20 dernières minutes du film, il n'y ait plus besoin de la présence de la jeune comédienne. C'est une figurante aux cheveux blonds et longs qui apparaîtra lors de la scène finale, dans les bras de sa tante, le visage toujours caché pour que le spectateur ne puisse pas remarquer que ce n'était pas Heather O'Rourke. Détail morbide, glauque et abject, il faut attendre l'interminable générique de fin rallongé à outrance afin que le film fasse une durée réglementaire pour enfin voir apparaître sur l'écran un message annonçant que ce dernier volet est dédié à la mémoire de la jeune fille. Elle vient de passer à travers moi. Mon Dieu, je l'ai ressenti. Oh, je sens même son odeur. C'est elle. C'est elle. Sans mes vêtements. C'est elle est entièrement moi. C'est elle est entièrement moi. C'est elle. Je la sens. C'est elle. Oh. C'est elle. C'est elle. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Elle est passée dans mon âme. La décennie Poltergeist se referme sur les paupières éternellement closes de l'angélique enfant Heather O'Rourke. Elle aura fait plus de victimes dans la réalité que sur la pellicule. Par la suite, d'autres protagonistes de la trilogie verront leur vie abrégée quelque peu violemment ou prématurément. Ainsi, en 2004, le réalisateur Brian Gibson meurt à Londres d'une maladie de sarcome des Ewing, une forme rare de cancer des os. Il a 59 ans. Le Britannique avait été sélectionné par les scénaristes et producteurs Michael Grice et Mark Victor pour réaliser le volet 2, un film où, aux côtés des effets spéciaux, de la peur et de l'horreur, le spirituel prend encore davantage de place. Un aspect qui va de pair avec l'intérêt croissant de Brian Gibson pour la dimension para de notre monde. Initialement très éloigné de cet univers, il a fait des études de médecine et s'est distingué en commettant des documentaires et séries médicales et scientifiques pour la BBC. Poltergeist est sa première collaboration états-unienne. Détail intéressant et qui prouve aussi que nous n'avons pas affaire à des illuminés, crédules ou bonnes pioches. Gibson a toujours privilégié les explications rationnelles aux phénomènes étranges. Néanmoins, avant d'être définitivement choisi et appelé pour collaborer sur Poltergeist, en février 1983 à New York, alors qu'il demeure toujours très sceptique, mais aussi intrigué, un de ses amis lui présente Jill Cook, une médium qui va lui prédire bon nombre d'événements à venir. Notamment le fait qu'il va recevoir à la fin de l'année 1984 un scénario inattendu dont il sera le réalisateur. Elle ne mentionne pas le nom et ne semble pas le connaître. Mais il s'agira bel et bien de celui de Poltergeist 2, que Brian recevra effectivement en novembre 1984. Jill Cook devient une proche de Brian. Lors de leurs échanges téléphoniques, elle lui prédira la participation de Will Sampson dans le film, ainsi que d'un autre protagoniste qui survivra à une très grave maladie, juste le temps de pouvoir achever son travail dans le film. On pense à Beck, évidemment, mais elle ne mentionne pas son nom. Tous ces éléments feront dire à Brian Gibson, le scientifique, «
Aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses qui sont au-delà des preuves. Des choses qui ont à voir avec la perspective et avec la foi et la croyance dont on ne peut pas nécessairement trouver des preuves tangibles. C'est leur nature, c'est à ça qu'elles servent. Elles sont là pour remettre en question ce en quoi nous croyons. Pendant les 7 années qui suivront Poltergeist 2 The Other Side, Brian Gibson ne réalisera plus aucun long métrage et dans sa carrière, Poltergeist sera son unique film d'horreur. Il y a peu de place pour une piscine ici. Ah, on a tout le terrain. On a déjà pris les accords pour déplacer le cimetière. Santé. Enfin, voyons, c'est un sacré neige, non? Bon, il faut pas vous inquiéter pour ça, après tout. Ce n'est pas un lieu sacré pour momies indiennes, c'est juste des bons hommes. Et puis, de toute façon, on l'a déjà fait avant. Quand? En 76. Juste là, dans la vallée. Mais qu'est-ce qui plane exactement sur la saga Poltergeist? Est-elle maudite? Ou tout simplement, si ça peut l'être simple, la cible d'esprits frappeurs, de poltergeisters? Ceux, par exemple, des cadavres utilisés lors du tournage du premier et deuxième volet? On se souvient que pour des raisons d'économie financière, on a opté pour de véritables squelettes au lieu de reproductions plastiques ou autres nécessitant plus d'argent. C'est une des explications qui accourt. Telle une revanche, les esprits de ces squelettes humains se rappelleraient aux bons souvenirs de ceux qui n'auraient pas respecté leur mémoire. Pourtant, dans l'histoire du cinéma, ce n'est pas le seul film dans lequel on note le recours à de réels squelettes ou cadavres. D'autres équipes de tournage l'ont fait. De ce que j'ai pu glaner comme info, une bonne douzaine, dont Le Bon, la Brute et le Truand, Apocalypse Now, Dawn of the Dead, soit Zombie, le crépuscule des morts vivants, tout comme Le Retour des morts vivants. Et le dernier en date serait Unrest en 2006. Alors, hypothèse, superstition, spéculation ou foutaise? Qui peut trancher? À part notre raison, et encore. Dans Nuit Blanche, elle est constamment défiée. Quoi qu'il en soit, en 2009, c'est un second rôle du premier poltergeist qui trouve la mort sous les coups de hache d'un toxicomane ivre et déséquilibré. Lou Perryman, dans le premier poltergeist, incarne un ouvrier, Pugsley, qui travaille sur le chantier de la future piscine des Freeling et se sert en cachette du café de Diane en passant son bras par la fenêtre de la cuisine. Scène plutôt anodine et sympathique. 27 ans après, le 1er avril 2009, dans sa maison du Texas à Austin, l'acteur sera frappé une dizaine de fois à la tête. Il a 67 ans. Son assassin se nomme Seth Tatum, il est âgé de 26 ans et sera condamné à la prison à vie. Autre destin, des plus heureux, une fois n'est pas coutume dans Poltergeist. Et il est rien que pour cette raison honnête de le mentionner. Celui de Richard Lawson, qui joue Ryan dans le premier Poltergeist. Le 22 mars 1992, il s'envole de l'aéroport LaGuardia de New York à destination de Cleveland. Peu de temps après son décollage, l'avion ne parvient pas à prendre de l'altitude et s'écrase. 27 personnes périssent dans le crash. Richard Lawson fait partie des 22 survivants. Qui penserait à ce moment-là que c'est peut-être dû à la protection d'un bon esprit frappeur, ou encore grâce à la bénédiction d'un poltergeist bienveillant? Malgré toute la série de tragédies et événements étranges survenus pendant les tournages de la trilogie, plus cette histoire de malédiction persistante, une rumeur plane toujours, à la fin des années 80, du côté d'Hollywood. Une rumeur que nous appellerons Poltergeist 4. Maclean Crooks, qui travaille à l'époque dans l'industrie du film, explique qu'il était chez Universal au début des années 90 quand il a entendu parler d'un 4e volet qui serait une sorte de préquel autour du révérend Kane, sorte d'exorciste et guérisseur parti en Californie pour chasser des démons. Il ajoute que c'était plus un thriller psychologique qu'un film d'horreur, avec moins d'effets spéciaux. L'idée
est très vite rangé au placard. C'est seulement dans les années 2000 qu'on se penche sérieusement à nouveau sur le cas Poltergeist. En 2008, la MGM annonce que Vadim Perelman, réalisateur de La vie devant ses yeux avec Uma Thurman, voudrait réaliser un remake, écrit par Juliette Snowden et Stills White. Le projet fut stoppé net en 2010 à cause de problèmes financiers à la MGM. Mais comme la trilogie démontre qu'on peut ressusciter des morts, le 18 février 2011, contre toute attente, la MGM annonce que l'idée d'un remake est toujours envisageable. Poltergeist Nouvelle Génération débarque donc sur les écrans et en 3D le 22 mai 2015 aux États-Unis. À la réalisation Jill Kennan, à la production Sam Raimi, Robert Tappert et Roy Lee. Comme pour les précédents films, le tournage ne sera pas de tout repos. Sur son compte Reddit, Jill Kennan partage avec les internautes quelques expériences troublantes. Il explique que la maison qu'il louait pour le tournage était le théâtre de phénomènes inexplicables. Des lumières qui clignotaient sans raison, des équipements électroniques qui ne fonctionnaient pas ou mal. Sam Raimi enchaîne. Le champ qui se trouvait juste derrière la maison nous a causé pas mal de problèmes. Gilles avait été séduit par ce terrain parce que c'était le seul qui n'était pas construit dans le quartier, ce qui le faisait d'autant plus ressortir. Mais cet espace vide interférait avec les micros installés sur le tournage, nos téléphones portables et les signaux entre les caméras du drone et les pilotes. Le drone fonctionnait parfaitement n'importe où ailleurs, mais s'écrasait systématiquement à chaque fois qu'on essayait de survoler cette partie du terrain. C'était pour le moins troublant. Les équipes sont assez fébriles sur le tournage, avec cette histoire de malédiction qui hante les esprits. Alors pour calmer justement les esprits et les esprits, Jill Kennan nous fait un remake de ce qui s'est passé en coulisses lors du tournage du second volet 30 ans plus tôt. Il convoque Brenda Rose, une médium de Cleveland, pour nettoyer les lieux. Elle utilisera ses dons pour détecter la présence des esprits indésirables et purifier le lieu. Brenda Rose ajoute: en général, quand les esprits s'égarent, ils ont besoin d'être guidés pour retrouver leur destination d'origine. Si cela n'est pas un coup marketing, la suite est encore plus effrayante. Jill Kennan explique que la maison qu'il louait sur place pour son usage personnel était hantée par un esprit féminin vêtu de noir. Voici ce qu'il dit. Il y avait un 3e étage qui était verrouillé et nous n'avions pas la clé. Mais quand nous passions devant les escaliers, ma fille disait « C'est là que réside le fantôme ». Et là, je la sentais tout le temps. Et à l'extérieur, les gens demandaient parfois si une femme restait à la maison, car ils la voyaient, en robe noire, monter et descendre les escaliers. C'est à la fois complètement fou et réel. Quand nous vous disions que la réalité dépasse parfois la fiction. Voici un témoignage de plus qui nous invite à nous questionner sur la possibilité de l'existence de cet autre monde invisible où les âmes des défunts continuent à vivre. Un monde juste à côté, avec des gentils qui nous observent avec bienveillance et des mauvais qui viennent jusque dans nos chambres nous tourmenter. Nuit blanche, couleur 3. Après une immersion complète dans le monde de la saga Poltergeist pendant plusieurs journées, je dois dire que je suis assez troublé par ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on peut parler de malédiction, mais il semble que des choses étranges se sont passées. Et je reste encore très choqué par l'utilisation de ces squelettes humains pendant le tournage des 2 premiers volets. Si cette affaire serait sortie aujourd'hui, je suis sûr qu'elle aurait fait un véritable scandale. Et je me demande ce que ces restes humains sont d'ailleurs devenus après le tournage. Enfin, je me demande. En fait, je voudrais pas savoir la vérité.
En tout cas, cette saga conserve une énorme part de mystère et de controverse, et j'aime beaucoup cette particularité. Il y a encore de nombreux débats qui agitent la toile pour connaître la vérité concernant cette scène finale du Poltergeist numéro 3. Était-ce la volonté de la MGM ou d'un peut-être Gary Sherman qui n'assumait pas ses choix de tout vouloir changer à la dernière minute? Certains disent d'ailleurs que c'était pour une question de budget. D'autres affirment que ce changement était motivé par le fait que la jeune Heather était une piètre comédienne et que c'est sa prestation médiocre qui aurait incité la direction à refaire le final. Il y a des témoignages assez contradictoires, en tout cas, sur cette histoire. Il y a aussi tout un site consacré à Poltergeist numéro 3 et qui revient sur cette affaire de la scène finale. Tout est expliqué avec énormément de détails dans un long article intitulé « Chronologie du tournage ». Un article que l'auteur David conclut par cette phrase qui en dit long. Je vous la cite. « Il y a certaines entre guillemets, lacunes dans mon commentaire et dans celui de Gary Sherman, donc le réalisateur du volet numéro 3, car les avocats de la MGM ont corrigé des choses. » Voilà, fin de la citation. Sur un tout autre thème, celui du paranormal, j'ai trouvé un article très intéressant et très flippant pour que vous passiez réellement une nuit blanche. En 2014, une famille de Sacramento, fan de la saga Poltergeist, décide d'acheter comme une relique presque sacrée la poupée Cabbage Patch ayant appartenu à Heather O'Rourke. Visuellement, ce n'est pas Annabelle du film du même nom, mais plutôt un gros poupon joufflu qui mesure environ 35 cm de hauteur. Mais ce jour-là, elle aurait dû s'abstenir, cette famille, de faire du shopping sur Internet. Tout est raconté avec moult détails dans une lettre adressée à l'enquêteur du paranormal, Paul Dale Roberts, que vous connaissez peut-être déjà, en tout cas moi je le connais pour sa participation à la série de documentaires My Ghost Story. Voici ce qui est relaté. Le lundi 24 octobre 2014, Jamie Lynn achète sur eBay pour $100 ce qu'elle pense être une bonne affaire, la fameuse poupée de l'actrice Heather O'Rourke. La poupée arrive par la poste le jour d'Halloween. Et c'est là que la vie du couple vire au cauchemar. Le demi-frère de Jamie Lynn est victime le lendemain d'un accident alors qu'il jouait au football. Il s'est retrouvé avec une rate déchirée et des côtes cassées. En raison d'une hémorragie interne, il a été hospitalisé pendant 5 jours. 3 jours plus tard, c'est le beau-père de Dustin, le mari de Jamie Lynn, qui tombe malade. 2 jours plus tard, il est dans le coma. Il a été diagnostiqué avec une encéphalite. Il s'en sortira de justesse. Le 2 décembre, l'épouse apprend que son ami d'enfance, John, s'est suicidé. Le 8 décembre, une amie de la famille décède d'une insuffisance cardiaque. Elle avait 33 ans. 7 janvier, ils apprennent la mort d'un autre proche de la famille. Diagnostic des médecins, crise cardiaque. Le 26 janvier, Jamie Lynn est hospitalisée à cause d'une infection intestinale rare. Je vous passe la mort du chien, la panne de voiture et les emmerdes avec la banque qui conduiront le couple au bord de la rupture. Témoignage véridique ou cauchemar inventé pour vendre du papier, je n'en sais rien, mais je voulais terminer cette nuit blanche sur une histoire qui nous rappelle un peu le fil rouge de la saga Poltergeist, la confrontation entre le monde de l'enfance, de l'innocence, et puis ces forces du mal. Car oui, la vie est fragile, imprévisible, et la peur de ce qui nous dépasse est toujours aussi prégnante dans nos sociétés dites aujourd'hui civilisées. Voilà pour mon ressentiment sur cette trilogie Poltergeist et sa malédiction. Ton sentiment, toi Céline, après avoir côtoyé les génies du cinéma et ces esprits de l'au-delà? Bien, j'ai hésité à te proposer de commencer cette nuit blanche par des incantations ou une petite cérémonie pour éloigner les mauvais esprits et nous adjoindre que les meilleurs, voire même quémander la protection d'un bon ange gardien. J'avoue que comme on est un peu superstitieux, depuis le début de cette émission, on a allumé une bougie blanche qui est là juste devant nous, juste au cas où. Et tu m'enlèves presque les mots de la bouche, les mots qui vont suivre, enfin tout ça pour dire que baigner dans un univers où le paranormal le dispute à la logique et à la raison peut, par moments, faire un peu sombrer le plus cartésien des esprits humains, dans le doute et la peur même. J'exagère, mais pas complètement. Je fais partie de ces gens qui ne sont pas superstitieux, mais qui le sont tout de même un peu pour en effet éviter de ne pas tenter le diable et trop jouer avec ça. Donc je resterai très prudente dans mes remarques et allégations, et j'essaierai de garder le plus de distance et de pondération possible. Alors malédiction ou pas malédiction, Oliver Robbins, le personnage du fils dans les 2 premiers Poltergeist, parle lui de tragique coïncidence. Et j'avoue que je me rangerais volontiers à ses côtés. Coïncidence d'autant que lorsque l'on commence à les relever, les coïncidences, eh bien bizarrement, on en découvre une kyrielle.
C'est lorsqu'un événement nous frappe, sans mauvais jeu de mots, que notre esprit se met à cogiter et à accorder peut-être aussi plus d'attention qu'on ne l'aurait fait s'il nous était passé inaperçu. On se met à le décortiquer, à chercher la petite bête parfois aussi. Et à force de chercher, l'on trouve. C'est un peu comme pour la magie. Un anthropologue expliquait que la magie fonctionne, oui, magie blanche ou noire, elle fonctionne sur ceux qui y croient et accordent du crédit. La magie ne fonctionne pas sur ceux qui n'y croient pas. Ça paraît évident peut-être même que ça l'est. Enfin, je suis loin des exemples que tu as mentionnés et qui sont, j'avoue, très troublants. La poupée de Caroline, qui fait figure de prolongement de la jeune fille et qui en quelque sorte reprendrait du service, c'est pas très rassurant et ça me conforte dans mon désamour pour ce genre de jouet. S'agissant de Dominique Dune, qui est morte étranglée par son ex-petite amie, je pense que, hélas, la réalité est bien plus terre-à-terre et sans concession que les esprits frappeurs. Puisque l'on est ici en présence d'un mal qui n'a de cesse de ronger nos sociétés. Les violences conjugales et domestiques, et il me semble que pour le coup, cet esprit frappeur-là est d'une réalité bien plus effroyable et implacable que le monde des fantômes et des revenants. En tout cas, les victimes et les malheurs dus à la maltraitance sont avérés et innombrables, d'une réalité bien frappante donc. D'ailleurs, la famille Dune, à la suite du décès de Dominique, a eu beaucoup de peine à se remettre. La mère a monté un groupe pour la défense des droits des victimes, Justice for Homicide Victims, et le père, prénommé également Dominique, est devenu en partie chroniqueur judiciaire pour entre autres le magazine Vanity Fair. Et pendant un temps, il a engagé un détective pour faire suivre l'assassin de sa fille. Il faut préciser que ce dernier, John Sweeney, n'a fait que 3 ans et demi de prison. Il a ensuite été libéré. Ce qui m'inspire pour conclure cette assertion. Les esprits frappeurs ne sont pas toujours de l'autre côté. Nuit blanche, couleur 3. Si vous souhaitez prolonger ce podcast sur un smartphone, une tablette, un ordinateur ou un téléviseur, voici quelques références à explorer. Alors tout d'abord, nous vous conseillons avec Céline le site poltergeist3.com, cela s'écrit poltergeist.com, un site animé par David, un grand fan de la saga et très bien documenté. Vous en apprendrez plus sur cette fin remaniée du 3e volet avec une enquête très poussée. Vous pourrez même trouver une copie du contrat de la jeune actrice Heather O'Rourke qui a touché $140 000 pour son dernier long métrage. Ce site vous donnera aussi accès à des liens vers le fan site de Poltergeist 2 et de Poltergeist tout court. Ces 3 sites sont une mine d'informations très précieuse. Merci à leurs auteurs et aux inconditionnels de la trilogie. À noter aussi que les 3 films sont disponibles au format Blu-ray et DVD avec des bonus intéressants, comme par exemple pour le 3e volet, la fameuse fin alternative et des commentaires du réalisateur Gary Sherman. À voir aussi le film Conjuring 2, le cas Enfield, sorti en 2016, est très fortement inspiré par la célèbre affaire de Poltergeist de 1977 de la famille Hodgson que nous avons évoqué tout à l'heure en début de podcast. Autre lien, heathero'rourke.com, tout en un mot, qui est le site officiel des fans de l'actrice. On y apprend qu'au tout début de sa carrière, en 82 et 83, elle était aussi dans la série Happy Days. On apprend aussi via ce site que l'oncle de Heather, un certain Kevin, fait du business avec des reliques du passé. C'est aussi malsain visiblement que de mettre de véritables squelettes dans un film. Puisque en parlant de reliques du passé, j'ai trouvé par exemple sur eBay, pour la modique somme de $1 300, un devoir d'école de la petite Heather. C'est écrit au stylo et daté du 6 novembre 1987. Page de cahier, bien entendu vendue, avec son certificat d'authenticité, comme ce podcast. À mon tour de vous faire part de quelques suggestions que je dois principalement à Jérôme Ruffini, documentaliste et archiviste hors pair, que je profite de remercier ici pour son implication. Il nous conseille les livres de James Kendrick, Darkness in the Bliss Out, A Reconsideration of the Films of Steven Spielberg, un ouvrage de 2014 qui tente de mettre en avant les côtés plus noirs, mélancoliques et critiques de la nature humaine et de l'existence, dont les moments de conflit et de rupture que contient l'œuvre de Spielberg, et qui sont rarement mentionnés comme tels. Poltergeist figure dans cette ligne, évidemment. Autre ouvrage qu'on a envie de se procurer le plus vite possible, Les Territoires interdits de Tobe Hooper, paru en 2017 et signé Dominique Legrand, un essai qui lui aborde, comme le titre l'indique, le cinéma de Tobe Hooper, réalisateur entre autres de Poltergeist 1 et de Massacre à la tronçonneuse.
qui n'aura de cesse d'utiliser le grotesque et le macabre dans le but de montrer avec cynisme, évidemment, que ce que l'on cherche à cacher et enterrer finit toujours par ressurgir. Et là, on est dans une interprétation encore plus radicale des États-Unis. Tobe Hooper utilise le film d'horreur de manière politique et critique. Alors sur l'ordonnance, je ne peux que prescrire la lecture de ces livres, ce qui ensuite offrira une bonne raison de revoir ou re-revoir ou re-re-revoir la trilogie sous encore un tout autre angle, celui des fantômes idéologiques et historiques dont toute nation, et combien plus encore celle des États-Unis, ne peut se départir facilement. Si l'on reste dans les bouquins et que l'on a envie cette fois non pas de regarder Poltergeist mais de le lire, c'est possible pour les 2 premiers volets avec les romans de James Caan, intitulés pour le premier Poltergeist, un roman de James Caan basé sur une histoire de Steven Spielberg, et le second, comme le film, Poltergeist 2, The Other Side. C'est plutôt original que l'on fasse d'un film un livre, en général c'est l'inverse. Le cinéma n'a de cesse d'adapter des romans et ce n'est que rarement qu'il en suscite. Poltergeist en noir et blanc sur papier est donc une exception qu'il est certainement intéressant de découvrir. À présent, citons aussi 2 documentaires, cette fois, qui reviennent sur la tragédie qui entoure la saga Poltergeist. Un volet de la série E! True Hollywood Story, un canal de NBC, du 27 octobre 2002, lui est consacré, alors que le documentaire d'Adam Rip, The Curse of Poltergeist, qui devrait être disponible dès l'année prochaine, revient sur la malédiction qui plane sur Poltergeist et cherche à comprendre ce qui a bien pu se passer avec, en filigrane, l'expérience et le témoignage d'Oliver Robbins, Robbie Freeling, le jeune frère dans Poltergeist 1 et 2, le seul survivant des personnages enfantins. Oliver Robbins, aujourd'hui âgé de 47 ans, en participant à ce tournage, espère bien mettre fin à un chapitre sombre de sa vie. Enfin, et pour terminer de manière plus large, concernant la thématique des fantômes, revenants et plus particulièrement des poltergeists esprits frappeurs, il y a énormément de documents disponibles sur le net, tel le documentaire de Barry Blackmore de la collection Mystère, intitulé Les fantômes, qui date de 1997, avec l'intervention entre autres de Stephen Rea, d'une durée de 52 minutes. Vous avez aussi Le monde des esprits dans la collection Phénomènes de l'étrange, disponible en DVD, qui date de 2000, et un bataillon d'autres dans la même veine ou dans des styles différents. Nuit blanche, couleur 3. Et c'est avec curiosité et plaisir que toute l'équipe de Nuit Blanche attend vos réactions sur cet épisode plus qu'habité. Faites-nous part de vos conseils et hypothèses. N'hésitez pas sur www.rts.ch, onglet podcast originaux, ou encore sur le SoundCloud de Couleur 3. Le champ est libre pour nous écouter en ligne ou nous télécharger, ainsi que pour nous faire connaître à d'autres. Vos lumières et vos esprits seront toujours les bienvenus dans Nuit Blanche. Encore un grand merci pour tous vos commentaires, vos abonnements et de parler de nous autour de vous. J'ai appris d'ailleurs via Céline qu'il y a même un groupe Nuit Blanche sur WhatsApp qui s'est créé. Sachez aussi que ce podcast est frappé d'une certaine forme de malédiction. Céline va à présent définitivement nous quitter pour travailler sur une nouvelle émission de radio quotidienne qui ne lui laissera plus la possibilité de faire des nuits blanches. Je te laisse la parole. Et c'est à grand regret, voilà, on pourrait prolonger sur le sujet encore et encore, mordre la pleine lune et entamer avec elle sa décroissance. Mais d'autres esprits à nourrir nous appellent, et pour ne pas trop les impatienter et donc les provoquer, il est temps pour nous de vous dire adieu. Je remercie Valère Veillat à la réalisation et mille fois Michael Marquet à la production, à l'écriture et au micro bien sûr. Pendant 3 nuits, il m'aura fait confiance et offert la chance d'explorer, cogiter et frissonner à ses côtés. Ce fut intense et excitant. Je nous espère une prochaine collaboration que l'on pourra partager avec vous. À bientôt, dans une autre dimension. Moi, je voulais infiniment aussi te remercier pour cette collaboration, pour tout le travail effectué, qui est énorme. On a passé des jours et des nuits à chaque fois à enquêter, à vous trouver des anecdotes incroyables, croustillantes, étonnantes et parfois paranormales. Je te remercie aussi pour ta gentillesse, ta sensibilité. Je vais énormément te regretter, mais n'oublie pas que chaque soir de pleine lune, la porte du studio est grande ouverte.
On se retrouve pour une prochaine Nuit Blanche le 21 janvier 2019 avec au programme une nouvelle histoire vraie à écouter de préférence avec la lumière allumée. On ne sait jamais.